Bonjour, bienvenue pour de nouvelles analyses et merci pour votre disponibilité. En Guinée, le droit des accusés sont-ils respectés lors des audiences pénales? Sur le chemin de la justice et souvent en matière pénale, des erreurs de procédure ou des abus de pouvoir sont souvent commis de manière consciente ou inconsciente et cela affecte des principes de bonne administration des justices. Et cette pratique tord le cou aux mesures de garantie des droits des accusés. Il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Ce célèbre dicton qui est attribué à Voltaire dans les milieux pénals a été mentionné dans l'œuvre ou le livre intitulé Le traité sur la tolérance. C'est justement par la gestation fructueuse de cette citation que la présente analyse va porter sur l'identification de quelques défaillances juridiques lors du procès pénal en Guinée. On se rappelle tous de l'affaire d'Issouka. Il y a quelques années, une dizaine d'années, disons dans les années 2013, Souka a été condamné à 20 ans de prison. Mais il y avait d'autres accusés qui étaient là, dont on a vu les avocats défendre bravement ces accusés, en citant ou en relevant d'éventuelles violations majeures des droits de ces accusés. Suivons ensemble. Oui. Vous avez étudié jusqu'en quelle classe? Sixième année. Approchez. Approche le micro, voilà, par là-bas. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un contrat? Non. Vous savez ce que c'est qu'une convention? Non, je ne connais pas. Non. Oui. Alors, hier vous avez affirmé que devant l'officier enquêteur de la gendarmerie, vous n'étiez pas assisté d'un avocat. Vous le maintenez? Oui. Devant le juge d'instruction, vous n'étiez pas non plus assisté d'un avocat. Oui. Est-ce que le juge d'instruction vous a présenté un avocat pour dire que voici un avocat qui est venu pour assurer votre défense? Non. Non. Est-ce que le juge d'instruction vous a fait lecture de toi? Non. Est-ce que le juge d'instruction vous a trouvé un interprète? Parce que celui qui a étudié jusqu'en 6e année n'est pas censé comprendre le français en République de Guinée. Est-ce que le juge d'instruction vous a trouvé un interprète pour non seulement comprendre ces questions, mais également pour que vous puissiez donner vos réponses? Non, la parole était entre nous, moi et lui. Il n'y avait pas un interprète entre nous. Donc, il n'y a pas eu de lecture. Il n'y a pas eu de traduction. Ah, Et il vous a demandé de signer. merci. Et vous n'étiez pas assisté d'un avocat. Ah, Donc, la conséquence est que vous ignorez le contenu du procès verbal d'interrogatoire du juge d'instruction. Vous ignorez, non? Oui ou non, vous ignorez le contenu? ah, parce qu'il ne m'a pas dit. C'est pas ce n'est pas français. Je dis oui ou non. Vous savez, Voilà. lorsqu'on est face à une juridiction pénale, on fait recours ou on fait face à deux codes distincts. Le code pénal et le code de procédure pénale. Le code pénal détermine les infractions et des règles qui s'appliquent lors des procès ou lors des affaires pénales. Et le code de procédure pénale veille sur la garantie ou le respect des règles établies par le code pénal. Et donc, on a vu tout à l'heure l'avocat soulever des éventuelles violations des droits. Et ces droits, on peut les considérer comme étant substantiels. La violation ou d'un droit qui renferme des caractères substantiels lors d'une procédure pénale entraîne la nullité de la procédure. Et cela engendre comme conséquence la potentielle probabilité ou la potentielle possibilité de la libération de l'accusé. On a vu dans la vidéo,
L'avocat de la défense a commencé à soulever ou à énumérer un pan des droits substantiels pour l'accusé devant le juge de l'instruction. Le juge d'instruction est un magistrat qui procède à l'information judiciaire. Il ne peut pas s'autosaisir. Il est saisi soit par un réquisitoire du procureur, soit par une plainte avec accusation, avec constitution de partie civile. Et là, ça s'est fait par quelqu'un d'autre, soit la victime ou les parents de la victime. Lorsqu'il est ainsi saisi de l'affaire, le juge de l'instruction va statuer à décharge ou à charge. C'est-à-dire il va statuer soit en faveur de celui qui est accusé, soit contre celui qui est accusé. C'est selon les informations dont il va obtenir lors de cette instruction qu'il va décider de transférer l'affaire devant une juridiction pénale ou pas. Et donc, les droits que l'avocat a énumérés tout à l'heure, ce sont les droits qui sont énumérés ou bien qui sont applicables, qui sont invocables devant le juge d'instruction. Surtout, le droit à la présence d'un avocat, d'un conseiller. Cela est prévu par l'article 116 de l'ancien code pénal, le code de procédure pénale qui date de 1998 en Guinée, qui a été repris dans les mêmes termes par l'article 198 par le nouveau code pénal de la République de Guinée, qui date de 2016. Cela dispose, cet article-là, le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les inscrits au tableau ou admis au stage. Mention de cet avis est faite d'un procès verbal. Et vous allez constater à travers cette même disposition que cette exigence devient plus consistante lorsque l'accusé est une personne atteinte d'une infirmité. Pour conclure donc, vous avez remarqué que l'avocat avait énuméré ou cité plusieurs droits en demandant à l'accusé si est-ce que ces droits avaient été respectés devant le juge d'instruction. Et celui-ci, ce dernier, a répondu que non. Et si cela est le cas et que c'est vérifiable, cela veut dire que la violation de ces droits est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure. Et par conséquent, la libération de cet accusé, en tout cas devant une juridiction dans un état de droit. Et la deuxième situation qui nous interpelle dans cette même affaire de Souka, et pendant l'audience, c'est lorsque l'avocat évoque ou soulève une disposition constitutionnelle qui est l'article 9 de la Constitution. Et pour répondre à cela, le président de la Cour d'assises va lui citer une disposition du Code de procédure pénale. Il se pose la question juridique, celle de la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes qui est une norme qui a été défendue par Hans Kelsen. Pour l'instant, suivons ensemble la vidéo. Je voudrais d'abord faire des observations par rapport aux déclarations du ministère public tout de suite qui accorde un crédit au procès verbal d'interrogatoire du juge d'instruction. Monsieur le Président, je peux vous affirmer que ce procès verbal d'interrogatoire est en violation avec les dispositions de l'article 9 de la Constitution guinéenne qui oblige le juge d'instruction de trouver un avocat à toute personne qui est mise en cause devant lui. Cet article dit que toute personne mise en cause, dès son interpellation, a droit à un avocat, Monsieur le Président. Donc c'est depuis l'enquête préliminaire que nos clients devraient bénéficier de l'assistance d'un avocat. Donc tout ce qui a été fait devant le juge d'instruction. Maître, Monsieur le Président. je vous rappelle les dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale. D'accord, Monsieur le Président. Cet article vous le dit, l'accusé, le procureur ne peut se attaquer les actes de procédure ni contre l'arrêt de renvoi.
Donc l'arrêt de renvoi, et vous le savez, c'est un principe, purge toutes les nullités. Oui, je le sais. Si vous voulez vous pourvoir après en cassation, vous le ferez. Mais ce n'est pas le moment ni le lieu d'attaquer les actes du juge d'instruction. Je le sais pertinemment, Monsieur le Président, mais je voudrais rappeler à la Cour que nous n'accordons aucun crédit à ce procès verbal d'interrogatoire qui a été fait dans la violation des règles de l'art. On ne peut pas aujourd'hui interroger un accusé, un prévenu ou un inculpé devant un cabinet d'instruction sans lui permettre de bénéficier du minimum d'assistance d'un avocat, Monsieur le Président. Il vous a dit qu'il n'est pas intellectuel. On ne lui a pas fait lecture du contenu du procès verbal, encore moins la traduction. Donc on ne peut pas lui imputer le contenu de ce procès verbal. Il ignore totalement le contenu de ce procès verbal. Tout ce qui est dit dans ce procès verbal. À ce titre, comme vous venez de voir, on se pose la question, est-ce qu'une loi pénale peut faire obstacle à une loi constitutionnelle? Pour dire de manière vulgaire ou de manière plus grave, est-ce qu'une disposition législative, une loi pénale peut être supérieure à une loi constitutionnelle, peut être supérieure à la Constitution? Pour un juriste averti, cette question ne peut pas se poser. Mais dans cette affaire, nous avons vu que ça pose problème. Parce que dès lors que le président de la Cour a soulevé la question, l'avocat s'est réservé. On se demande à ce titre, qu'est-ce que l'avocat pouvait faire? L'avocat pouvait soulever ici l'inconstitutionnalité de la disposition de l'article que le président de la Cour a soulevé, donc de la disposition du Code de procédure pénale. On va se demander ou on va se dire que parce que nous sommes devant une cour d'assises, il n'y aura pas possibilité de soulever cette question, ce qui est aussi vrai. Mais l'avocat peut attendre, lorsqu'il y aura des condamnations, il peut faire appel à la décision, à l'arrêt de condamnation, pardon, pour soumettre cette disposition du Code de procédure pénale au juge constitutionnel. En France, on parle de ce juge constitutionnel qui est différent du fonctionnement de la Guinée. En Guinée, on n'a pas le Conseil constitutionnel, mais nous avons une Cour constitutionnelle. Et donc, l'avocat pouvait soumettre cette affaire au juge ou à la Cour constitutionnelle pour connaître l'inconstitutionnalité de la disposition soulevée, évoquée par le président de la Cour à la Constitution. Et lorsque la Cour constitutionnelle va statuer dans ce sens-là, va dire que effectivement, cette disposition est contraire à la Constitution, on va tout simplement abroger cette disposition du Code de procédure pénale. La différence entre l'abrogation et l'annulation, c'est que dès que c'est abrogé cette loi, la loi ne pourra pas s'appliquer à l'affaire, à l'audience qui est en cours, et la disposition dont l'inconstitutionnalité a été évoquée va être retirée de l'ordonnancement juridique. Donc, l'abrogation ici aura des effets dans l'avenir, tandis que l'annulation de la loi a des conséquences rétroactives. D'accord? Lorsque cela est fait, la juridiction pourra donc statuer ici en faveur de l'accusé qui est là. À l'époque, on appelait ces systèmes de l'exception d'inconstitutionnalité et que maintenant, on appelle la question prioritaire de constitutionnalité qui a été introduite depuis la révision constitutionnelle en France en 2008. On se dit qu'on n'est pas en France, justement, mais sauf que la Guinée, notre système juridique est strictement adepte du système juridique français. Nous ne faisons pas de copier-coller, mais presque nous faisons la même chose. Nous adoptons strictement les règles et les dispositions françaises, à quelques exceptions près.
Donc, constatant ici la violation des droits de cet accusé, et surtout en constatant ici l'inconstitutionnalité de la disposition que le juge ou le président de la cour d'assises a évoquée, cela compromet très fortement à la garantie des droits des accusés. Pour terminer, on se pose ici la question, est-ce que face à l'inconstitutionnalité potentielle des lois à la Constitution, comme nous venons de constater, des innocents ne seraient-ils pas en prison en République de Guinée? Merci de votre patience et je vous dis à bientôt pour de nouvelles analyses.